Aurélien Rousseau est notre invité, député de Nouveau Front Populaire dans les Yvelines, ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Vous êtes donc revenu à la gauche, je dis revenu parce que vous en étiez originaire. Je voudrais commencer avec une réaction à ce chiffre qui nous parvient ce matin. Il y aurait eu en 2023 4 900 lits d'hospitalisation fermés. Je précise, je m'arrête sur hospitalisation parce que ça veut dire que parallèlement il y a peut-être plus de moyens disponibles pour l'ambulatoire. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs? 3500 places. 3500, ce sont les chiffres qui sont annoncés. Oui. Oui, c'est ça. On est toujours dans un dispositif où on essaye, sur beaucoup de pathologies, d'hospitaliser les gens dans la journée. Par ailleurs, les patients préfèrent. Hein. Et le point essentiel, c'est que l'an dernier, enfin cette année, on a augmenté les recrutements. Il y avait beaucoup de postes vacants, des postes qui étaient ouverts sur le papier, mais qui étaient fermés en réalité parce qu'il n'y avait pas de soignants. Et là, on a des recrutements qui repartent à la hausse. Donc des lits qui existaient sur le papier mais qui n'étaient pas ouverts et qui là sont ouverts. Et comment vous l'expliquez? C'est-à-dire qu'on a augmenté les revenus, les conditions proposées sont meilleures? Oui, c'est ça. Je pense il y a eu les différentes augmentations liées au Ségur de la santé, qui était une bonne mesure du gouvernement, des gouvernements précédents. Parce que je pense qu'il faut le dire, hein, les Français ils sont pas dupes. Hein, parce qu'aujourd'hui, moi je m'exprime de là où je suis, mais je dis c'était une bonne mesure, elle était nécessaire, et on avait une confiance qui revenait un peu à l'hôpital. Et moi, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'avec le niveau, mais on va sans doute en reparler, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de fait, on va baisser les moyens de l'hosto, et ça j'ai une grosse crainte qu'on coupe cette dynamique. Alors, vous évoquez le Ségur de la santé, les hausses de salaire qui ont été concédées à ce moment-là, enfin je dis concédées, octroyées à ce moment-là. Il y a pourtant une grève cette semaine à l'hôpital public, avec une nouvelle demande d'augmentation. C'est assez transparent pour les gens, heureusement, parce que les soignants continuent de soigner, mais malgré tout, ils continuent aussi d'exprimer leur mécontentement. Ah oui, je dis absolument pas que tout va bien à l'hôpital public, et vous l'avez dit vous-même, c'était une forme c'était pas octroyé, c'était une forme de rattrapage par rapport à là où on en était. Il continue à y avoir de très lourdes difficultés. Et par ailleurs, ces métiers, alors on dit moins le mot maintenant, mais de première ligne, quand vous êtes infirmière, vous passez toute la journée debout, à courir, etc. C'est pour ça aussi que dans la semaine, quand on jette en pâture les fonctionnaires et leur absentéisme, il y a un moment où moi, ça crée chez moi une forme de colère sur la stigmatisation. Ouais. Alors, on a précisé ici, d'ailleurs, sur ce plateau, qu'on comprenait l'absentéisme dans la fonction publique hospitalière parce que la violence est rentrée à l'hôpital comme à l'école d'ailleurs, et que c'est une vie insupportable. Mais est-ce qu'on ne paye pas finalement encore aujourd'hui la réforme du temps de travail à l'hôpital? J'entends les soignants me dire 35 heures, ça marche pas à l'hôpital. Est-ce qu'il fallait pas faire autrement? Et est-ce qu'on peut changer les choses? Alors on paye, entre guillemets, ce qui est sûr, c'est que quand on est passé aux 35 heures, ça n'a pas été suffisamment anticipé, les conséquences à l'hôpital public. Après, quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, l'absentéisme comme indicateur de beaucoup de choses, de difficultés d'abord du travail, je prends un exemple très concret parce que on le dit pas, mais il faut mettre les mots. Vous êtes aujourd'hui, la fonction publique, c'est 2/3 de femmes. Vous avez des règles douloureuses, une endométriose, vous êtes au moment de la ménopause, vous pouvez pas passer toute la journée debout, etc. Donc si pour s'arrêter, on perd 3 jours de salaire, mais on continue à souffrir en silence, etc. Donc ça, moi je trouve qu'il y a quelque chose là qui est pas acceptable, parce que de fait, le problème, il existe, on y reviendra. Le problème de l'augmentation des arrêts de travail dans le privé et dans le public. Quand j'étais ministre de la Santé, j'ai lancé et j'ai demandé à l'assurance maladie d'aller vérifier les arrêts de travail. Ils ont vérifié 270 000 arrêts de travail pour vérifier s'ils étaient justifiés. Donc je pense que le problème existe. Il y en avait 30% qu'ils ont considéré comme injustifiés en discutant avec le médecin. Et quand vous regardez la fonction publique, il y a plus de personnel de catégorie, de première ligne, un peu plus âgé, plus féminisé. En fait, les taux d'absentéisme sont à peu près les mêmes, et ils augmentent dans le public et dans le privé. Mais c'est ça qu'on doit regarder. Un jour de carence, c'est Emmanuel Macron qui l'a réinstauré, enfin le gouvernement d'Emmanuel Macron, lors de son premier... Donc le jour de carence, pardon, vous arrêtez, vous êtes malade, le jour de carence, c'est le premier jour, on ne vous paie pas. Voilà, la question c'est de savoir s'il faut passer à 3. Donc 1 ça va, mais pas 3, si je vous suis bien.
En fait, moi, je pense que le jour de carence qui ne fonctionne que dans la fonction publique, parce que dans le privé, il y a sur le papier 3 jours de carence, mais dans 2 tiers des cas, votre contrat de prévoyance prend en charge une partie de ces trois jours, enfin, pas l'intégralité, ou l'entreprise ou l'assurance de l'entreprise, ou l'assurance de l'entreprise prend. Mais c'est pareil. Moi, je pense que comme le sujet est réel, il faut l'ouvrir en mettant les choses réelles. Quand on dit c'est un alignement sur le privé, ça n'est c'est pas un alignement sur le privé dans les 2 tiers des cas. Mais et donc je trouve que faire comme ça, c'est le meilleur moyen qu'on puisse pas avoir le débat. Parce que le débat, c'est un débat sans doute sur la pénibilité, évidemment. C'est un débat sur l'exposition au risque. C'est un débat aussi, parce qu'on le voit dans toute l'Europe, sur le rapport collectif au travail. On le voit tous autour de nous. Les gens ont un rapport différent au travail. Mais si on se donne pas les moyens de travailler sur ça, et si on fait juste en disant, tiens, 3 jours de carence pour ces feignasses de fonctionnaires, c'est sûr que là, impossible d'ouvrir le débat. Monsieur l'ex-ministre, si je puis dire, vous savez qu'en France, le modèle social retenu, c'est le financement de la protection sociale par le travail. Si on travaille moins, si on est moins nombreux à travailler, alors que nous vivons dans une société, vous le savez mieux que quiconque, qui vieillit, dans laquelle les besoins sociaux augmentent et la croissance diminue, on fait comment ? Qui paye ? Alors, mais je suis, comment dirais-je, sur la question, je pense que c'est, pour tout le monde, et pour la gauche en particulier, une question centrale. Parce que j'en rajoute une autre. On est biberonné, enfin, moi et sans doute vous ici, autour de l'idée que c'est le travail qui émancipe, c'est là qu'on s'épanouit, etc. On voit autour de nous plein de gens, et pas leur jeter la pierre, c'est la société qui évolue, qui ont d'autres lieux, d'autres moments d'émancipation. Voilà. Et par ailleurs, vous avez raison, tout notre système repose sur la socialisation des risques par le travail. Et c'est d'ailleurs une question qui percute et qui est très intéressante en ce moment, puisque quand on voit que la politique de l'offre portée par le président de la République depuis 7 ans, elle s'épuise et elle a créé des déficits massifs, c'est aussi parce que la productivité du travail, cette politique de l'offre, elle a fait baisser ce qui est dans tous les modèles économiques. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Justement, c'est pour ça aussi qu'à des moments, on peut reconnaître qu'une politique qu'on a menée, elle a eu des effets positifs. Et puis qu'il faut en changer. Elle a fait baisser le chômage. Et puis qu'à un moment, on regarde la réalité et on peut en changer sans se dire que c'est une attaque insoutenable. Mais alors, Monsieur Rousseau, je rajoute une inconnue, si je puis dire les choses ainsi, à l'équation, la quadrature du cercle périen, là, à l'instant. Pascal Perry. Nous sommes en ultra déficit. Donc, nous avons un modèle social à financer avec toutes les données que vous avez rappelées tous les deux avec justesse, dans un contexte où Maastricht, les critères maastrichtiens, l'Europe nous dit, vous êtes à quasiment 6% de déficit sur une année, il faut revenir à 3. Donc, il faut économiser, en travaillant moins, comme le dit Pascal à l'instant, et en maintenant un modèle social. Pour le coup, c'est reconnu que le monde nous envie. Alors, comment on fait ? D'abord, on ne travaille pas moins partout, on a encore une productivité qui est extrêmement forte. Et après, c'est là que, pareil, il faut se calmer un peu et mettre les trucs sur la table. Quand vous regardez le Bruxelles et leur avis sur la politique française, le plus gros paquet de la procédure pour déficit excessif, il est sur le fait qu'on aurait dû mobiliser plus de recettes. On aurait dû mobiliser plus de recettes. Et moi, je crois qu'on est dans une situation où il y aura des économies à faire avec 3 000 milliards de dettes. Il faut ralentir toute une partie des dépenses. Plus de recettes, c'est plus d'impôts, monsieur Rousseau. Mais il faut aussi, plus d'impôts exceptionnellement, peut-être des cotisations. Hier, le gouvernement avait proposé une mesure qui était une mesure dont beaucoup considèrent, alors je mets plein de guillemets parce que c'est de bon sens. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus de cotisations sociales autour du SMIC et quasiment jusqu'à 3 SMIC. Voilà. Le gouvernement avait proposé de réaugmenter ces cotisations pour avoir une recette de 5 milliards, 4 milliards après l'impôt sur les sociétés l'an prochain. Il s'est fait battre par le socle commun, qui n'a pas grand-chose d'un socle, pas grand-chose de commun et qui est épais comme un coquetier, et par le RN, qui se sont opposés à cette mesure-là. Mais on ne peut pas... Il faut sans doute évidemment travailler sur des économies, mais il faut aussi ouvrir le chantier des recettes et sortons de cette caricature où on dirait la gauche est addicte à l'impôt et la droite serait la seule vertueuse. Là, il faut qu'on soit en l'espèce, transparent. Vous nous direz, s'il vous plaît, quelles sont vos idées à vous dans quelques instants, puis vous nous raconterez comment vous voyez les choses à l'Assemblée nationale, puisque vous étiez vous de l'autre côté il n'y a pas si longtemps, vous êtes désormais dans l'opposition. Aurélien Rousseau est donc l'invité du 6-9 ce matin, tout de suite.
L'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, est avec nous. Vous êtes désormais dans l'opposition, député Nouveau Front Populaire. Alors, le débat de la sécurité sociale et le débat sur le budget a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Vous disiez qu'il faut réfléchir à la manière d'augmenter les recettes. Il faut augmenter les recettes. Alors, quelles sont vos pistes à vous ? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ? Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? Alors, on a présenté, enfin moi avec le groupe socialiste auquel j'appartiens, même si je suis un élu place publique, on a présenté toute une série de mesures. Alors, la droite et l'extrême droite votant d'un bloc à chaque fois disent c'est la folie fiscale. C'est pas du tout ce qu'on a voulu montrer, que des pistes, il y en avait sur les grandes fortunes, il y en avait sur la fiscalité du capital, il y en avait sur le retour en arrière sur certains allègements de charges qui ne produisent plus leurs résultats. Et hier soir, on a supprimé plus d'une centaine d'amendements parce qu'on considérait qu'avec ceux qu'on avait déjà examinés, on était en mesure de récupérer 15 milliards d'euros, ce qui permettait, sur le budget de la sécurité sociale, d'arriver à l'équilibre. Donc des mesures, il y en a. Et moi, je trouve que face à ça, le groupe des macronistes et appuyé par les Républicains et par le Rassemblement national refuse toute ouverture de cette question. J'ai pas de doute sur le fait qu'il faut faire gaffe et qu'il faut pas un grand coup dans l'autre sens. Mais on est dans une situation où on va demander la responsabilité aux Français. Quand on dit les cotisations, ces cotisations employeurs, ça peut être aussi à des moments des cotisations salariés. On va demander la responsabilité aux Français. On leur dit, on supprime 4000 postes d'enseignants. On va leur dire... Il y a 50 000 élèves de moins. Ouais, mais en fait, quand vous divisez 50 000 élèves par le nombre de classes, c'est très difficile voilà. Vous avez aussi 4 000 profs qui sont sans élèves en France parce qu'on n'enseigne plus, leur matière. Je suis, sans doute, il y a des améliorations à faire, mais il y a 4 000 postes de moins. Et il y a, par exemple, je prends il y a 0 d'augmentation pour la santé. Zéro. Donc ça, c'est une vraie demande qu'on fait aux Français et qui va peser sur eux. Donc il faut aussi faire des efforts du côté notamment des plus fortunés. Et alors, Michel Barnier laisse prospérer le débat sur le budget. Elisabeth Borne, votre ancienne patronne, a expliqué hier qu'il valait mieux faire un 49.3, aller plus vite, abréger, que le spectacle n'était pas agréable à regarder à l'Assemblée, qu'il fallait que ça aille plus vite. Vous en pensez quoi, vous ? Non, moi je pense pas que ce soit une question de spectacle. Je le dis, il y a deux visions différentes. Et c'est vrai que là, sur beaucoup de votes, la gauche gagne des votes. La droite, avec Ensemble, en gagne d'autres. On ne voit pas du tout clair. Et donc, on a le sentiment, nous parlementaires, d'être totalement déresponsabilisés, puisqu'à la fin, le gouvernement fera sans doute un 49.3, donc il choisira ce qu'il veut. C'est la conséquence, Monsieur Rousseau, du choix des Français. Les Français ont dit, nous, on veut cette assemblée-là. Oui, mais du coup, ça voudrait dire aussi, si on suit la logique jusqu'au bout, que une partie des amendements qui sont votés dans cette assemblée-là devraient être acceptés. On les garde, et là il y a un refus. C'était d'ailleurs hier un peu rude pour les deux ministres qui étaient au banc, puisque la gauche a voté avec eux, notamment l'augmentation des cotisations patronales sur les salaires les plus proches du SMIC, et RN, LR et Ensemble pour la République se sont opposés au gouvernement. Donc c'est quelque chose qui on est la tête à l'envers. Est-ce que vous joindrez vos votes à celles du RN pour faire tomber ce gouvernement, le Rassemblement national qui laisse entendre désormais qu'il pourrait censurer ce gouvernement là dès le budget? Alors moi, le Rassemblement national, il joue une partie et il la joue bien. Ils font croire qu'ils sont pour défendre les plus modestes, mais ils se sont opposés à l'augmentation de l'ISF. Ils se sont opposés à l'augmentation des cotisations patronales. Ils vont présenter une fausse abrogation de la réforme des retraites ce matin, et ils disent de temps en temps, comme ils sont les alliés objectifs de ce gouvernement, ils disent de temps en temps, mais oulala, attention, on va les faire tomber. Ils sont devenus pro-business? Ils sont devenus, alors je suis pas le meilleur analyste du RN. C'est en commission, ils ont voté autre chose. Ils veulent cocher toutes les cases. Mais alors vous voterez avec eux ou pas Non, moi je vote par principe, je vote pas avec le Rassemblement national. Donc moi tout à l'heure je ne voterai pas. Donc s'il y a une motion de censure, vous la voterez pas? Je vote pas de motion de censure du Rassemblement national. Voilà. Monsieur Rousseau, votre visage il est devenu familier des Français au moment de la pandémie. Vous étiez à l'ARS en Île-de-France, vous gériez donc les questions de sécurité et de santé de proximité. Vous êtes ensuite devenu ministre de la Santé. Il y a eu chez beaucoup de Français, je pense, un sentiment que
les choses allaient changer après le Covid, que la société allait muter, qu'elle allait se transformer, que notre modèle allait évoluer. Puis finalement, l'eau est entrée dans son lit. Est-ce qu'on n'a pas raté une occasion de faire évoluer tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, d'ailleurs, la perception de notre modèle social, la façon dont nous gérons les finances publiques, etc., etc. J'en suis profondément convaincu et j'en prends ma part de responsabilité. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu. J'étais patron, vous l'avez dit, de l'agence régionale de santé. Et les soignants, souvent, vous verrez, à la fois ça a été la période la plus rude d'une vie professionnelle, souvent, et par ailleurs souvent la plus belle, parce qu'on a fait des choses qu'on ne pensait pas qu'on était capable de faire. Donc voilà. Et moi, à la fin, le point essentiel sur lequel je me dis qu'on doit progresser, c'est que pendant le Covid, il y a quelque chose que les politiques ont fait qu'ils n'avaient jamais fait. Moi, je l'ai fait à mon niveau. J'étais pas responsable politique à l'époque. C'est de dire la complexité des choses. On a expliqué aux Français des choses d'une complexité extrême. Et c'est de dire aussi, je pense à Édouard Philippe, vous voyez, qui disait à des moments, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je pense, et ça revient au début du débat, je pense que les Français sont assez intelligents. Si on fait le pari qu'ils sont abrutis, on laisse les clés au Rassemblement national et on s'en va. Moi, je pense qu'ils sont intelligents, donc on doit prendre le risque de la complexité, de l'explication, du dialogue et après de la démocratie. Merci d'être venu expliquer du coup ce matin dans le 6-9 sur LCI. Merci d'avoir été avec nous. C'est bien d'entendre des choses raisonnables.